Alors, on vous propose, moi je suis Benoît Labourdette et Serge Steyer, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, se présenter brièvement chacun d'entre nous. Et on vous propose un moment d'échange, de partage et de travail, je dirais, autour de la thématique qu'on a nommée Web Média, qu'est-ce qui se trame? C'est-à-dire, en gros, l'audiovisuel et Internet, qu'est-ce que ça dessine de perspectives à la fois créatives, stratégiques et professionnelles et financières aussi. On va discuter de tout ça avec comme sujet principal le développement de la plateforme Braise Créative. Alors, donc on va se présenter chacun. Et puis, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. C'est marrant parce qu'on a justement, on est sur Internet et on a cette espèce d'angoisse de la connexion qui. Non, mais justement, ça correspond à ton introduction. Ça tournera tant que tu n'auras pas fini ton introduction. Ok, voilà, on va dire comme ça. Pour. Ok, très bien. Alors, moi, je m'appelle Benoît Labourdette, je suis cinéaste. Mais pas seulement, j'ai aussi fondé il y a une dizaine d'années le festival Pocket Film, festival de films tournés avec téléphone portable. J'ai une société de prestations techniques et je suis spécialisé dans le domaine des nouvelles écritures. Je fais beaucoup de formations professionnelles, notamment chez Arte, chez TV5, avec l'INA. Disons que les technologies et les stratégies de l'audiovisuel et du web sont un petit peu mon domaine de travail, à la fois en tant que cinéaste et puis en tant qu'accompagnant, on va dire, de multiples projets. Voilà, donc c'est à ce titre-là que souvent je collabore avec Travelling, justement, le festival Travelling, sur ces questions de nouveaux médias. Et si vous voulez, la question des professionnels, du parcours professionnel et des pratiques professionnelles avec les nouveaux médias, avec les bouleversements qui ont été induits par le web, c'est assez récent tout ça, hein, parce que YouTube, pour le prononcer à la française, c'est apparu en 2005, c'est-à-dire il y a à peine plus de 10 ans, et ça a radicalement bouleversé notre secteur d'activité. Et du coup, c'est pour ça que moi je suis beaucoup dans le domaine de la formation professionnelle, comment on s'en tire, si j'ose dire, et comment peut-être tous ces bouleversements-là offrent des opportunités au lieu de pleurer et de se dire « Ah là là, c'est horrible, on n'y a plus de financement, etc. etc. » Moi, je pense qu'il y a énormément de choses à inventer, et c'est de ça dont on va parler. Serge Steyer, Oui, présente-toi. Merci Benoît. Moi, je suis cinéaste aussi, documentariste essentiellement. Je travaille depuis très longtemps, plus d'un quart de siècle. J'ai fait plus de 30 films, quasiment tous pour le service public, France Télévisions, Arte. Et donc, je suis aussi un militant de la décentralisation. Je suis alsacien d'origine et installé en Bretagne depuis 1996. Et avec Film en Bretagne, j'ai pas mal œuvré pour justement sensibiliser les élus à cette question de la décentralisation audiovisuelle comme étant une opportunité pour redéployer différemment la création. À force de frapper à la porte, on a été entendu en 2012 et depuis 2012, on a donc, avec les encouragements et le soutien de la région, développé une réflexion, réinventons l'audiovisuel public, puis un projet de plateforme, Braise Créative, qui répond à ce besoin de relance d'un service public de l'audiovisuel sur ces nouveaux médias que Benoît vient de vous décrire. Donc les nouveaux médias, enfin l'Internet étant une opportunité historique pour refonder des positions de diffuseurs dans le paysage audiovisuel et donc se reposer la question du service public. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on a dessiné ce projet et que finalement il démarre avec des moyens certes très limités mais suffisants pour pousser l'expérience pendant quelques années. Alors, pour introduire sur une pensée et des expériences que moi j'ai pu faire autour des enjeux du web et des nouveaux médias, je voudrais déjà poser une chose très claire, c'est que on a pu croire, et je l'ai vu dans un certain nombre de rencontres professionnelles, on a pu croire que
On avait un modèle de financement télévisuel qui était en train de s'effriter et que le web allait venir remplacer, comme si finalement le financement allait translater de la télévision vers le web. Eh bien, il n'en est rien. C'est-à-dire que si vous mettez une vidéo, par exemple, sur YouTube et que vous êtes en partage de recettes, je ne sais pas si vous connaissez les chiffres. Vous connaissez les chiffres des partages de recettes? Eh bien, les chiffres, c'est simple. Lorsqu'une vidéo est vue 1000 fois, YouTube perçoit à peu près 10 dollars. Si vous êtes en partage de recettes, vous pouvez percevoir 1 dollar. Mais déjà, on est sur un modèle publicitaire hautement capitaliste, avec lequel on n'est pas forcément d'accord politiquement. Hein. Et pour, du coup, si votre vidéo est vue 300 000 fois, ce qui est énorme, même sur Internet, c'est-à-dire qu'on a l'impression que Internet, tout le monde va voir les vidéos, mais enfin, pour qu'une vidéo soit vue 300 000 fois, voilà, vous voyez, 300 000 spectateurs sur une chaîne de télé, c'est déjà gigantesque, hein, notamment pour un documentaire. Eh bien, si vous avez ce chiffre-là, ça représente 300 dollars. C'est-à-dire que l'argent généré par les plateformes, et notamment par les plateformes capitalistes comme YouTube, cet argent-là nourrit la plateforme, car sur YouTube, qui reçoit beaucoup de vidéos amateurs, eh bien, chaque minute qui passe, je ne sais pas si vous connaissez les chiffres aussi, mais chaque minute qui passe, il y a 300 heures de vidéos supplémentaires qui sont postées. Donc 300 heures de plus de contenu par minute qui est disponible. Et bien sûr, le grand bénéfice de cette plateforme, c'est que les gens partagent, mais finalement que ce soit une vidéo professionnelle ou une vidéo amateur, c'est du même niveau. Hein. C'est-à-dire que la publicité, elle n'est pas vendue plus cher si c'est une vidéo professionnelle que si c'est une vidéo amateur. Moi, je le vois avec mes partenaires, notamment chez TV5 Monde, qui... comme leur plateforme, techniquement, c'est lourd, c'est compliqué, ça prend 4 jours pour qu'une vidéo soit en ligne, en fait, les journalistes, dès qu'ils ont fait leur truc, ils mettent tout sur YouTube. Et finalement, il y a une sorte de fuite, comme ça, des contenus vers cette plateforme qui est très bien opérée. Mais il faut bien se rendre compte que ça ne représente pas de valeur économique pour celui qui poste sa vidéo. Donc on ne peut absolument pas compter. Alors, justement, je lance ce premier sujet, on va en débattre, mais à mon sens, on ne peut pas compter sur la diffusion et la simple économie de la diffusion sur Internet pour gagner sa vie, comme on gagnait sa vie avec les diffuseurs télévisuels. Après, du coup, sur Internet, on est, comme on dit, il y a des modèles économiques, mais on est sur des modèles économiques indirects. On n'est plus sur des modèles économiques directs. C'est-à-dire que ça n'est plus... j'ai un objet, je le vends et j'en tire bénéfice, comme ça pouvait se passer pour la télévision. On doit inventer des modèles économiques indirects. Je vous invite, pour ceux qui voudraient creuser ce sujet, parce que je crois que c'est notre sujet, en fait, le modèle économique indirect. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à découvrir un auteur qui s'appelle Chris Anderson. Chris Anderson, c'est quelqu'un... Alors c'est un basketteur aussi, mais ce n'est pas le basketteur dont on parle, c'est lui. Il a écrit en 2004 un livre très important, à mon sens, qui s'appelle La longue traîne, et qui décrit justement, en gros, qu'est-ce que c'est que le modèle économique. Alors, il y a 2 livres, il y a La longue traîne en 2004 et Free, entrée dans l'économie du gratuit en 2009, qui sont, à mon avis, deux piliers importants de la compréhension des modèles économiques indirects du web et comment on peut s'en tirer d'une certaine manière en tant qu'auteur, en tant qu'artiste et en tant que producteur. Et Serge, là-dessus, avant, je pense que c'est bien qu'on discute des fondamentaux et ensuite on va rentrer de façon très informée dans la construction de la plateforme. Est-ce que sur cette question du modèle économique, hein, je suis désolé, hein, je commence direct par parler argent, mais pourquoi ? Parce que, en tant que professionnel, c'est ça qui définit finalement, c'est la réalité économique qui définit l'espèce de différence entre amateur et professionnel. Le professionnel, on va dire, c'est celui qui gagne sa vie avec ce métier-là, et puis l'amateur, c'est celui qui le fait comme un hobby. Donc, de fait, on doit commencer par parler argent. Hein, même si on est en France et que c'est un tabou, écoutez.
Serge, sur la question du modèle économique, comment Oui, tu alors vois les déjà, choses? sur le périmètre de ce modèle économique, tu viens de parler beaucoup des producteurs de contenu. Et il faut savoir qu'un modèle économique de diffusion d'œuvres inclut effectivement leur fabrication, leur conception, mais aussi la médiation, la fabrication d'un outil de diffusion. On pense que YouTube est un outil clé en main, mais Benoît vous a expliqué la perversité de cette construction. Donc la question du financement, elle s'étend pas seulement à la question du financement de la création, mais aussi du financement de la médiation et à le financement des outils de médiation sur le web. Puisque là, aujourd'hui, on parle du web et donc de ces nouvelles possibilités. Pour moi, j'en suis encore aujourd'hui au vieux modèle économique, même si j'ai bien conscience qu'il y a des évolutions en cours et que j'y serai attentif. Enfin, nous y serons attentifs parce qu'à Brest Creative, il y a Mathilde Artaud qui vient de nous rejoindre et qui sera particulièrement focalisée sur cette question des recherches de nouveaux moyens économiques. Moi, je suis encore sur un modèle à l'ancienne qui est que la création est financée par de l'argent public, qu'il y a beaucoup d'argent public consacré à toutes sortes de choses, dont la création de façon très marginale. Vous connaissez le montant du budget culture par rapport aux autres budgets. Et donc, je parlais tout à l'heure du dialogue avec les élus. Effectivement, la question se pose sur ce financement d'un service public audiovisuel par les moyens par le contribuable. Donc je fais 2-3 petits rappels. Hein. La redevance annuellement, enfin la contribution à l'audiovisuel public, c'est 3 milliards d'argent collecté. Le budget de France Télévisions, c'est 2 milliards à peu près, un peu plus de 2 milliards. Une télévision régionale, c'est entre 15 et 20 millions d'euros. Une télévision locale, c'est entre 1 et 1,5 million. Et Brest Creative, c'est 250 000 euros par an, donc budget, fonctionnement, diffusion. Donc c'est juste pour parler là d'une course-poursuite, enfin une sorte de remise à niveau nécessaire de répartition des moyens entre voilà, l'efficience, les services qu'on rend effectivement au public, en quoi les différents investissements d'argent public ont un retour bénéfique sur le public en termes de culture, d'éducation, d'information. Et donc de lutter sur ce terrain-là, qui est donc la répartition de la contribution à l'audiovisuel public. Je sais que les producteurs de la région Bretagne se sont emparés du sujet. On a déjà fait passer un message en 2013 à l'Assemblée régionale pour faire entendre que dans d'autres pays d'Europe, les régions récupèrent une fraction de la redevance et en font un usage de façon autonome au niveau régional. Donc pour moi, c'est quand même le moyen le plus immédiat de réinjecter de l'argent public, c'est-à-dire une nouvelle répartition, une autre répartition de l'argent public entre les moyens classiques TNT, une entreprise de plus de 10 000 salariés, et des micro-entreprises plus ou moins associatives qui font un travail qui n'a rien à voir. Hein. On n'est pas dans la même catégorie, mais on rend aussi un service, une forme de service public. C'est une mission de service public que rend Brest Creative. Et donc pour moi, c'est le premier des combats. C'est dans le temps actuel, au vu des circonstances, de ce que Benoît vient de vous expliquer en termes de remontée de recettes des grandes plateformes multinationales, ça nous paraît être la voie à suivre, tout en étant à l'affût des financements nouveaux. Bon, la petite information quand même sur la création, le financement de la création, c'est vrai que quand on passe d'un financement COSIP de documentaire à un financement COSIP de web documentaire, l'apport du COSIP est 2 fois moindre, quoi. Les budgets sont 2 fois moindres, tout est 2 fois moindre. Donc de toute façon, cette évolution vers le numérique, ça nous conduit à faire autant, si ce n'est plus, avec moins d'argent, on le sait, mais autant que faire se peut, ça serait bien qu'il y ait quand même de l'argent, qu'on ne soit pas dans une absence totale d'économie et dans une espèce de fabrication, même pas low cost, mais gratuite de fait, parce que l'Internet c'est gratuit. C'est censé l'être. Alors en effet, Internet est gratuit, mais je voudrais aborder très rapidement un sujet
qui fait débat, la question du téléchargement illégal et légal aussi, parce qu'il n'y a pas que le téléchargement illégal. Et puis ensuite, passer à la question de la production et des coûts de production, parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a, on va dire, moins d'argent à l'endroit de la diffusion. Moi, je suis extrêmement d'accord avec toi sur le fait qu'il faut défendre le financement public. On paye des impôts pour aussi avoir une culture qui existe. Donc, je suis évidemment d'accord avec ça, mais on sait que politiquement, c'est parfois un petit peu compliqué. Mais malgré tout, la production peut aussi coûter moins cher. Enfin, ça, c'est des choses dont on va parler aussi. Je voudrais quand même faire un point sur justement la question de Internet gratuit. Est-ce que Internet est si gratuit que ça? Et la question du téléchargement. On nous dit que le téléchargement, c'est illégal et tout. On télécharge. Parmi vous, qui n'a jamais téléchargé illégalement? On ne prend pas de photos. Hein. Ok, très bien. Du coup, vous êtes en minorité. Si, alors, en effet, si vous voulez, conceptuellement, on nous dit, eh bien, quand vous téléchargez illégalement, c'est-à-dire vous téléchargez quelque chose sans payer, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes, parce que bah, voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas de remontée de recettes, donc il n'y a pas finalement de financement futur de la production future. Hein. C'est un petit peu le discours qui est tenu. Si on oublie cet aspect-là économique, si on ne pense plus à ça, si on pense juste à ce qu'on fait, nous, quand on télécharge un film, la possibilité, l'accès à plein de films comme ça. Moi, je travaille régulièrement avec des adolescents, je vois des filmographies, enfin des gens qui découvrent des œuvres que jamais, quand j'étais adolescent, j'aurais pu découvrir, par exemple. Si on accepte la question économique, hein, en termes culturels, c'est incroyable, c'est une bénédiction fabuleuse. Avoir accès comme ça, de chez soi, à autant d'œuvres aussi facilement, enfin, c'est l'idéal de la bibliothèque et de la médiathèque chez soi. Enfin, on ne peut pas rêver mieux que ça, c'est une super médiathèque finalement. C'est-à-dire que si on va au bout du raisonnement, si on dit il y a un problème d'avoir accès à tout ça chez soi, ça veut dire qu'il y a aussi un problème d'y avoir accès dans une médiathèque, d'une certaine manière. Hein. Donc c'est, moi, cet accès à la culture, c'est quelque chose d'absolument merveilleux, me semble-t-il. C'est sans précédent, voilà, dans l'histoire de l'humanité. Donc, en termes culturels, on ne peut pas être contre ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si on est contre ça, ça veut dire qu'on est contre l'existence d'une bibliothèque ou d'une médiathèque où on peut là aussi accéder gratuitement, comme ça, comme on veut, au contenu. Mais, en effet, se pose la question économique. Comment on fait pour financer ces œuvres, etc. Eh bien, cette question-là, elle s'est posée en France déjà dans les années 80, au début des années 80, parce que pour ceux qui étaient comme nous présents à cette époque-là, eh bien, il y a eu l'invention des magnétophones et des magnétoscopes par des gens, Sony par exemple, qui était à la fois éditeur de musique, de cinéma, mais aussi fabricant de magnétophones, de magnétoscopes et de cassettes vierges. Et à l'époque, dans les années 80, c'était assez incroyable. Il y avait les Walkman, c'est Sony qui a inventé le Walkman aussi, les Walkman, et du coup, vous alliez au Monoprix, il y avait des rayons entiers de cassettes vierges, si vous voulez. C'était pas pour s'enregistrer en chantant sous sa douche, hein. C'était pour copier des disques, c'était pour enregistrer des films à la télévision. Et c'est sûr que si j'enregistrais un film à la télévision, il y avait le même film en vente à la Fnac, eh ben, je ne l'achetais pas à la Fnac parce que j'enregistrais à la télévision. C'était exactement la même problématique. On peut dire que c'était moins massif. Eh ben, je peux vous dire que c'était quand même assez massif. Hein. Les gens qui avaient des vidéothèques fantastiques, on se copiait les films, etc. etc. L'État français, à l'époque, a constaté qu'il ne pouvait rien faire contre ça. On ne peut pas aller contre une technologie, ce n'est pas nous qui l'avions inventée, et un usage. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? À l'époque, le PS, qui était au pouvoir, eh bien, ils ont modifié la loi sur le droit d'auteur. On avait le droit de faire ces copies. Ils ont ajouté dans la loi sur le droit d'auteur l'exception pour copie privée. C'était autorisé, c'est toujours autorisé de faire ça. J'ai le droit d'enregistrer la radio, j'ai le droit de copier des disques, j'ai le droit d'enregistrer la télé. Et pour la question financière, ils ont mis en place une taxe, un impôt. Un État, son boulot, c'est de créer des bons impôts, en fait. Hein. C'est une grande partie de son boulot.
ils ont créé donc cette taxe, la taxe pour copie privée, qui existe toujours. Lorsque vous achetez un support vierge, que ce soit une cassette, bon ça n'existe plus, un CD, un DVD, un disque dur, un iPod, un ordinateur, une partie du prix eh bien, est reversée, est collectée par un organisme qui s'appelle la Sorécop, est reversée à un pot commun. Et lorsque vous êtes, on le sait, lorsque vous êtes auteur et que vous avez des films qui passent à la télévision ou que vous avez des choses qui passent à la radio, eh bien, il y a une estimation, si vous voulez, des audiences. Et puis, on vous reverse, tous les 6 mois, on vous reverse la part aux auteurs directement, la part pour copie privée. C'est-à-dire, on suppose que tant de personnes ont enregistré. Donc, l'État a mis de l'économie dans le dispositif de la copie illégale. Cette copie n'était plus illégale, elle était devenue légale. Et il y a eu, il y a quelques années, un projet de loi du PS, qu'on appelait la loi dite de la licence globale, qui était de faire en gros la même chose pour Internet. Pour le résumer, c'était en gros de dire, les abonnements Internet, au lieu qu'ils coûtent 30 euros, ils en coûtent 40. Allez, on met 10 euros d'impôt pour chacun. Et ça, c'est vrai que électoralement, c'est pas hyper payant de faire ce genre de choses. Mais c'était le projet, hein, c'était un des projets de campagne, hein, comme l'une des nombreuses choses qui a été abandonnée, mais enfin c'était quand même l'un des projets de campagne. Et si vous voulez, si cette loi avait été, on va dire, promulguée, eh bien le téléchargement ne serait pas quelque chose de légal, on aurait le droit de le faire, et il y aurait des sommes reversées aux auteurs directement. Parce que ça a été le grand principe français, une grande valeur de rapport à l'auteur directement. Au lieu de ça, on a ce qu'on sait, la loi Hadopi. Mais la loi Hadopi, elle a été écrite par des lobbies, hein, comme toutes les lois d'ailleurs, hein, ou une grande partie des lois, par des lobbies qu'on connaît bien, les majors, et sous prétexte de défendre les droits d'auteur, si vous voulez, eh bien, en fait, on nous dit, on va nous punir d'avoir téléchargé. Mais si vous lisez la loi Hadopi, on parle justement de là, c'est horrible le téléchargement, etc. Mais à aucun moment on parle de la rémunération des auteurs. Donc on voit bien l'hypocrisie du système, c'est-à-dire que ce ne sont pas des auteurs, mais des producteurs, des majors, des multinationales, des gens pour qui le web représente à brève échéance une perte de revenus de gens qui défendent leur strict intérêt ponctuel pour quelques années, en fait. Hein. C'est ça, et on nous fait croire que c'est pour défendre la création. Il faut savoir que justement, le principe français de la copie privée qui est de reverser directement aux auteurs, ça squeeze ces sociétés de production. Donc simplement, moi je me rappelle, il y a quelques années, je discutais avec des lycéens et puis de tout ça, et puis un lycéen me dit moi monsieur, je télécharge tout ce que je veux légalement. Je dis c'est génial, explique-nous comment tu fais. Et il dit, voilà, je me suis inscrit à une plateforme, je paye chaque mois, ça devait être Mega Upload à l'époque, je paye chaque mois un abonnement et je télécharge tout ce que je veux. Donc il pensait sincèrement que vu qu'il payait un abonnement, eh bien c'était légal finalement. Mais ce qui est terrible, c'est que avec cette loi Hadopi, qu'est-ce qui se passe? Les gens payent. Il y a des gens qui payent, ne serait-ce que quand on télécharge illégalement, on est exposé à des publicités, etc. Ça génère de l'économie, tout ça. Et du coup, il y a une circulation d'argent. Mais cet argent, au lieu d'aller aux auteurs, il existe cet argent. Au lieu d'aller aux auteurs, parce qu'on fait une loi qui est censée protéger juste les producteurs, eh bien, il va à des mafias par-ci, par-là, dans le monde. Donc, si vous voulez, pour moi, il y a un vrai scandale. Et pour moi, si vous voulez, cette question du piratage, c'est pas nous qui sommes en faute. Nous, on a tout à fait raison d'aller accéder à la culture. C'est l'État qui ne fait pas son travail, justement, et qui devrait mettre de l'économie à cet endroit-là. Donc voilà, pour une considération qui me semble importante, si vous voulez, sur une vision politique des choses au-delà du politicien. Et on voit bien dans tout ce qui se met en place, les plateformes dont on va parler, etc., on est sur des abonnements mensuels. Une plateforme bien connue comme Mubi, par exemple, voilà, 5 euros par mois. Et on peut télécharger tout ce qu'on veut, voir tout ce qu'on veut. C'est le concept. Netflix, c'est pareil. Donc, on avait en France la chance d'avoir éventuellement justement quelque chose d'un petit peu public, où ça n'est pas justement le capitalisme qui régit tout ça, mais un petit peu plus la puissance publique en rapport direct avec les auteurs et avec la survie des auteurs. Et malheureusement, cette chose-là n'est pas encore en place. Alors, bon, il ne faut pas forcément se plaindre, il faut essayer de construire des choses.
Voilà, avant de passer aux moyens de production et à la diffusion, Serge, est-ce que tu as des choses à ajouter sur ce sujet? Euh, Puis si vous voulez intervenir aussi, voilà, n'hésitez pas. Hein. oui, effectivement, je pense qu'il est temps que vous parliez parce que je voudrais aussi savoir pourquoi vous êtes là, quels sont le genre d'informations que vous cherchez. Là, on a fait un peu un panorama un peu vaste sur des questions économiques. Est-ce que c'est la raison d'être de votre présence ou... Bon, moi, j'ai à dire sur la question de l'évolution de la manière de produire les œuvres du fait des outils numériques, mais est-ce que je me lance là-dessus ou est-ce qu'il y a déjà des questions ou des sollicitations? Non? Bon, moi, ce que je peux dire par rapport à la production et à son évolution par le biais donc, de tout ce qui se passe, là, y compris, donc, on parle de la diffusion, mais aussi au niveau des outils qu'on a en main pour faire des films, et de la possibilité qu'on a après de partager ce qu'on fait. Certes, donc, les moyens se sont nettement dégradés, enfin l'accès aux moyens. Peut-être il y a un plus grand nombre de personnes qui ont accès à la création elle-même, même c'est une certitude. Hein. Je découvre quotidiennement des créateurs de moins de 30 ans sur le territoire qui font des choses assez étonnantes parfois et sans qu'on ait jamais entendu parler d'eux dans les réseaux, on va dire, les réseaux professionnels donc, qui recherchent des financements dans des filières classiques de financement, donc les télévisions, les fonds d'aide, etc. Donc tout ça évolue. Moi, ce que je dirais, justement, en termes de production, on est peut-être en train de découvrir d'autres moyens d'avancer sur un projet. C'est-à-dire que jusque-là, il y avait une forte prépondérance, enfin une forte faveur pour ceux qui savaient développer par écrit un projet, c'est-à-dire la prégnance du dossier de production comme étant le fer de lance de construction d'un partenariat, de financement d'une œuvre. Ça existe toujours. Mais ce qui est en train de changer même dans ces milieux-là, c'est la force des images. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut, avec très peu de moyens, construire un fragment de film qui dit précisément ce vers quoi on avance, quel type d'image, quel type d'écriture, quel type de personnage. Et ça me fait penser que on est en train de passer à une production qui est plus évolutive dans la manière d'être écrite. Il y a jusqu'à récemment, pourquoi on avait des gros dossiers de production et qu'on n'avait pas grand-chose à montrer, c'est parce que un jour de tournage, l'allocation de matériel, de payer des techniciens, etc., coûtait tellement cher qu'il fallait d'abord conquérir un certain niveau de financement pour pouvoir commencer à tourner. Or, aujourd'hui, on peut se lancer sans avoir même de financement et produire quelque chose de suffisamment qualitatif pour parler du projet autrement que par du texte. On peut même commencer à diffuser ces choses. On peut même commencer à créer une communauté autour du projet. Bon, c'est toute l'histoire du crowdfunding, etc. Je ne suis pas un fan de ça. Hein. Je veux dire, je ne considère pas que la solution devant le recul de l'argent public, c'est de faire du crowdfunding. Mais l'avantage du crowdfunding, c'est de créer de la communauté autour d'un projet. Il faut savoir qu'en Angleterre, ça fait des années déjà que même la télévision publique se base sur la capacité d'une équipe à rassembler une communauté autour d'un projet. C'est-à-dire que première étape, des intentions, un sujet, des intentions, un clip, on met tout ça en ligne, on crée un site, on rassemble une communauté autour, et quand on a 5000, 7000, 8000 likes, on va à la BBC, on dit voilà, on a ce projet, ce sujet, cette écriture, et on a 10 000 personnes qui sont déjà partantes pour le soutenir, voir comment ça évolue, etc. Et chemin faisant, l'œuvre peut évoluer aussi par le web jusqu'à un certain point avant de repasser par des réseaux hertziens et des choses comme ça. Tout ça pour dire que la grande différence aussi entre le web et l'édition de films jusque-là, comme toute édition jusque-là, c'est que jusque-là, on produisait des œuvres de A à Z et quand l'œuvre était achevée, c'en était fini et après on cherchait à la diffuser. Aujourd'hui, je pense qu'on entre dans des processus de création en évolution permanente, possiblement en évolution permanente, c'est-à-dire qui permettent d'éditer à toutes sortes de moments ce qu'on appelle le work in progress, c'est-à-dire de l'esquisse à l'œuvre achevée. Notez que nos musées sont pleins d'esquisses de grands artistes et que ces esquisses
sont donc considérées comme des œuvres à part entière. Ça peut se faire aussi au niveau de l'audiovisuel. Ça ne veut pas dire des choses... c'est un travail sensible, c'est un travail puissant. Hein. Je ne parle pas de choses qui sont ni faites ni à faire. Je dis juste que dans notre façon d'envisager la création et donc la production, il y a un moyen d'avancer qui est différent de ce qui était le cas avant. Et donc, peut-être, un jour, aucune œuvre ne sera-t-elle achevée tant que son auteur ne sera pas disparu. C'est-à-dire qu'on même, et pourquoi pas, les œuvres peuvent-elles continuer à évoluer. C'est-à-dire que cette idée de contenus qui sont uniquement du numérique, et ce numérique se promenant sur des clouds, etc., on peut imaginer qu'à tout moment, un réalisateur qui peut faire un repentir, comme les peintres faisaient des repentirs. Hein. Souvenez-vous que des peintres allaient dans des musées parfois ou dans des galeries avec leur boîte à couleurs et puis ils reprenaient un petit coin de leur toile. C'est le repentir, ça s'appelle. Donc les œuvres audiovisuelles, enfin toutes les œuvres qui passent par le numérique sont dans cette capacité d'évolution permanente. Et donc ça part du germe de l'idée jusqu'à son achèvement le plus complet. Et ça a des impacts en termes de production et donc d'association de partenaires, de mobilisation de moyens, parce que si vous avez un 10 minutes qui fait un tabac, qui agrège des publics, etc., là peut-être vous pouvez brusquement accéder à des moyens auxquels vous n'auriez jamais accédé avant. C'est envisageable. Ça existe, ça s'est déjà vu. Alors, évidemment, tout à fait d'accord avec toi, Serge, sur la question, du coup, ce que tu soulèves, ça pose aussi la question des écritures, c'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est qu'un film? Si on reprend l'histoire du cinéma, déjà, la caméra lumière, bon, en 1895, elle n'a jamais été conçue pour raconter des histoires. Hein. Les frères Lumière, c'était pour faire des tableaux vivants, quoi, en gros. Et puis, voilà, il y a un magicien qui se dit je peux faire des effets spéciaux, je peux raconter des histoires, Georges Méliès. Et puis, finalement, il pirate la caméra. Hein. Oublions pas qu'ils ne voulaient pas lui vendre, etc. Donc, ils piratent leur truc et puis ils commencent à faire autre chose. C'est-à-dire que l'objet technique, il n'est pas au départ prévu pour ce à quoi on va l'employer. Hein. Et c'est marrant d'ailleurs parce que quand il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à dire tiens, ce serait intéressant d'explorer la création avec les téléphones portables. J'ai essayé de mettre en place des partenariats avec des écoles de cinéma. Alors, il y en a qui ont été très ouvertes, mais une école comme l'ESRA, par exemple, les gens m'ont dit non mais attendez, on fait un film avec une caméra, quoi. On va pas faire un film avec un téléphone portable, c'est n'importe quoi. Alors que moi, je croyais que justement, c'est intéressant de creuser. Qu'est-ce que ça questionne dans l'écriture audiovisuelle? Qu'est-ce que ça change comme statut de l'image, bien entendu? Aujourd'hui, on peut faire des images tout le temps, partout. Ben, ça change singulièrement la fonction de l'image et de fait le travail des cinéastes. Et après, pour reprendre l'histoire du cinéma, finalement, de 1895 à 1915, les 20 premières années, c'est quand même pas rien, 20 ans, le long métrage, ça n'existait pas, par exemple. Les films d'une heure et demie, ça n'existait pas. Hein. Les films, c'était de 10 à 30 minutes maximum. Et puis, à un moment donné, en 1915, enfin un peu avant 1915, en Italie d'abord, mais surtout aux États-Unis, David Howard Griffiths a dit non, mais moi j'ai envie de faire un film plus long, etc. Et tous les professionnels patentés du cinéma lui disaient mais c'est n'importe quoi. Attends, un vrai film, c'est une demi-heure maximum. Tu vas pas faire un truc d'une heure et demie. Les gens vont sortir de la salle. C'est pas du cinéma. Et puis, il a fait Naissance d'une nation. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. C'est un peu dur de citer quand même un film à la gloire du Ku Klux Klan, quoi, et que c'est un petit peu ça le premier grand succès de long métrage. Enfin bon, c'est comme ça, c'est les États-Unis et leur paradoxe. Et il n'était pas bête, hein. Pour ceux qui ont vu le film, c'est trois époques simultanées, c'est un montage parallèle, donc il aurait pu le redécliner en 3 films normaux pour l'époque. Et il se trouve que ça a marché très fort et que aujourd'hui, l'espèce de norme, le film officiel, un vrai film avec un grand F, c'est un long métrage au cinéma, etc. C'est un petit peu notre point de référence. Mais c'est lié à un mode de diffusion qui est la salle, à on va dire des habitudes culturelles. Et on voit bien avec la valeur qui a été donnée depuis quelques années aux séries télé, et notamment à des séries télé américaines dont on dit qu'elles sont bien, etc. Et bon, chacun a son avis, bien sûr. Il y a toute une cinéphilie d'objets qui dure 40 minutes, voilà.
Et puis, on voit bien avec les auteurs du web, notamment des humoristes, etc., qui font des choses dans des formats complètement... enfin, dans des formats, je veux dire, dans des durées qui peuvent être variables, etc. C'est des gens qui ont un grand succès. C'est quoi ce qu'ils font? Je peux vous dire que, regardez, je ne sais pas si vous avez déjà regardé les vidéos, ça va peut-être vous étonner, des jeunes Norman et autres, Cyprien, etc. Vous avez vu comment c'est fait? L'écriture, le montage de ces trucs-là, c'est impressionnant. Enfin, je veux dire, en termes d'écriture audiovisuelle, c'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils sont pas capables de faire des choses impressionnantes en termes d'écriture. Alors, on va dire, c'est pas du cinéma, mais c'est quoi le cinéma finalement, hein? Je crois que c'est une question qui se pose sérieusement. Et du coup, pour revenir à cette question indirecte, pas plus tard qu'hier soir, on a fait ici à Rennes, dans le cadre de Travelling, ce qu'on a appelé des parcours nocturnes. Alors, les photos sont dans mon appareil photo. Une balade dans la ville avec projection de films sur les murs, sur des plafonds, sur des portes d'ascenseur, sur des tags, etc. C'est-à-dire une projection itinérante comme ça. On utilise des picoprojecteurs. Alors, je vous ai mis une image. Ça, c'est des choses qui ont été faites pendant les vacances de la Toussaint à Aubervilliers. Donc, par exemple, là, c'était un film. D'ailleurs, on l'a fait hier. Il y a un film, un clip un petit peu musclé qui a été projeté sur le Crédit Agricole tout bleu avec pas mal d'impact. Là, on a utilisé ça comme surface de projection. Là, c'était un film sur des retraités qui attaquent une banque qu'on a projeté à Aubervilliers sur la banque, sur le CIC. Où là, enfin, vous voyez, tout un travail comme ça. C'est assez complexe en fait à faire parce qu'on va travailler sur la relation entre une œuvre et l'espace public. Mais ces choses-là, on l'a fait, vous voyez, projection d'un sorte de, je ne sais pas si vous connaissez ce petit court-métrage voilà, sur voiture, etc. On a fait ça en partenariat, en l'occurrence à Aubervilliers et la Courneuve, financé par le département qui voulait absolument faire ça depuis 2 ans, en partenariat avec des salles de cinéma. C'est-à-dire que les gens sont venus dans la salle de cinéma, on est parti de la salle de cinéma, on s'est baladé dans la ville, on a découvert du cinéma, mais vraiment avec un travail de médiation, c'est-à-dire que ce n'est pas un truc vite fait projeté comme ça, c'est vraiment toute une réflexion sur quel film on met à quel endroit. Quand on arrive à l'endroit, si vous voulez, on essaie de faire un écrin, même si c'est dans l'espace public. Vous voyez, par exemple, là, c'est toute une façade, voilà, le film qui prend toute la façade. On essaie que le lieu soit un écrin pour ce film-là, de proposer la rencontre avec une œuvre. Et les spectateurs, à la fin, reviennent dans la salle de cinéma et la projection se terminait dans la salle de cinéma. Et l'objectif de ce projet, d'action culturelle, on va dire, locale, c'est de ramener les gens au cinéma. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait des projections dans la rue qu'on est en train de remettre en question. Ça c'est un point important. C'est-à-dire que moi, mon discours, c'est pas du tout de dire « Ah là là, avant, c'était nul, du passé, faisons table rase, inventons des nouveaux trucs avec le numérique. » Non, moi, je crois que se rencontrer, être ensemble, et c'est vraiment ce qu'on fait dans ces projections, notamment pendant, par exemple, ça, c'était pendant nos répétitions, il y avait un film tourné dans Minecraft. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, Minecraft, c'est un jeu vidéo. C'est le Lego d'aujourd'hui, en fait. C'est d'ailleurs assez extraordinaire, ça commence à être utilisé beaucoup dans l'éducation, etc. Et pendant nos répétitions, pendant les 5 jours de répétition, chaque soir, il y avait des gens, mais c'est quoi ces projections, etc. Puis il y avait des enfants qui étaient là, et du coup, la présentation, c'est un petit garçon qu'on avait rencontré par hasard, qui a présenté le film qu'on a montré. Et ces enfants-là, eh ben, ils vont venir au cinéma après. En tout cas, ils ont découvert l'existence du cinéma. Là, il y a de l'économie à cet endroit-là. C'est-à-dire que ces films, c'est des films qu'on a en effet trouvés sur Internet, mais on a payé les droits pour la diffusion de chacun des films, les droits aux auteurs, parce que c'est le département qui a financé quelque chose, qui trouve intérêt, qui a des objectifs, je veux dire, de socialisation, parce qu'il ne faut pas oublier que être ensemble dans une salle de cinéma, voir des films ensemble, c'est un fait social. Enfin, je veux dire, c'est une construction de la communauté, et ça fait partie, bien sûr, des missions de la puissance publique.
Du coup, quand je parlais de modèle économique indirect, eh bien, des films qui circulent sur Internet, même gratuitement, etc., qui se rencontrent, des projets qui dialoguent peut-être à différents endroits de France ou même d'autres pays. Et finalement, lorsqu'on organise quelque chose qui est financé par la puissance publique, etc., ben là, on peut mettre de l'économie parce qu'il y a une rencontre concrète. Il y a un autre truc qui s'appelle le jour le plus court qui existe depuis 2011, que vous connaissez sans doute, que j'avais, à la demande du CNC en 2011, fondé, en fait. J'avais inventé ça avec une autre personne qui s'appelle Isabelle Massot. Ça a été repris par l'agence du court-métrage depuis quelques temps. Enfin, on a fait les 3 premières années, ça a été repris par l'agence du court-métrage après, suite au changement de présidence du CNC, mais ça c'est tout à fait classique et normal. Et là, si vous voulez, l'objectif de ça, c'était, alors pour ceux qui le connaîtraient pas, c'était le 21 juin, c'est le jour le plus long, c'est la fête de la musique. Le 21 décembre, c'est le jour le plus court, donc ça va être la fête du court-métrage. C'était un petit peu ça le concept, vous voyez. Avec la même idée que la fête de la musique, qui a été, à mon sens, bon là je lance une toute petite pique à l'agence du court-métrage, mais enfin, un petit peu dévoyée, à mon avis, par l'agence du court-métrage, mais c'est pas grave. L'idée que chacun puisse finalement le 21 décembre profiter d'un label comme le label Fête de la musique pour organiser soi-même une projection, pourquoi pas montrer son propre film, pourquoi pas dans la rue, etc. Et là on est un petit peu sur une programmation, voilà, un peu plus classique, on va dire. Moi je crois qu'un court-métrage, je veux dire la définition d'un court-métrage par le Centre national du cinéma, c'est une œuvre audiovisuelle de moins de 59 minutes, quoi, hein. Du coup, les 300 heures supplémentaires par minute qui arrivent sur YouTube, tout ça, ce sont des courts-métrages, si on prend la définition officielle du terme. Donc, l'agence du court-métrage, c'est très bien que ça existe, mais a une définition un peu très, très restrictive du court-métrage, et je ne sais pas bien ce que c'est, en fait, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des films assez diversifiés. Là, je ne sais pas bien ce qu'on défend. Je n'ai pas très bien compris. Et nous, notre idée au départ, c'était d'ouvrir, c'est-à-dire que finalement chaque structure, chaque personne puisse, à travers cette plateforme, valoriser son travail, faire exister des choses et là aussi profiter d'un moment comme ça de rencontre pour exister un petit peu plus socialement et puis pour construire des relations sociales qui peuvent fabriquer de l'économie dans le monde réel, pas sur Internet. Parce que ce n'est pas dans Internet, à mon avis, qu'il y a énormément d'économie. Juste pour terminer là-dessus, sur la question des écritures, on a beaucoup de ce qu'on appelle le web documentaire. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le web documentaire, mais il y a pas mal de gens qui pensent qu'un web documentaire, c'est un documentaire, comme on connaît, diffusé sur le web. Et ce qu'on appelle le web documentaire, en fait, non, en gros, c'est un CD-ROM sur Internet. C'est un truc interactif où on clique, quoi, et où on peut accéder à divers contenus. C'est une forme qui se développe pas mal, enfin depuis 2008, pour ceux qui connaissent ça, mais qui, à mon avis, en termes d'écriture, pose pas forcément exactement les bonnes questions. C'est-à-dire qu'on croit que des nouvelles écritures, c'est des écritures interactives, où justement on clique sur des boutons, etc. etc. Chris Marker avait fait en 1998 un CD-ROM qui s'appelle In Memory, qui est, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, qui est sympathique, enfin, qui n'est pas du tout au niveau des films, à mon sens, qu'il a pu faire. C'est-à-dire que le problème, à mon sens, du web documentaire, c'est qu'on est dans des objets qui n'ont pas de durée, qui ne sont pas inscrits dans du temps. Donc c'est généralement très faible, en fait, en termes d'écriture et en termes de relation au spectateur, à mon avis. C'est un avis qui ne regarde que moi. Je pense que les enjeux d'écriture sont plus profonds que ça, beaucoup plus profonds que ça. Et à mon avis, les enjeux d'écriture sont liés à la diffusion, justement. Où les œuvres et comment les œuvres sont-elles vues? C'est pour ça que j'ai pris cet exemple du long métrage, finalement, et de la série. Ce qui circule le plus sur le web aujourd'hui sont des longs métrages et des séries en vidéo. Ce sert des objets linéaires, en fait, qui paraissent un peu vieillots, oh, c'est des vieux trucs, etc. Mais non, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, Serge, comment ils sont écrits, comment ce sujet est né. Je prends un dernier petit exemple. Il y a quelques années, il y avait
des lycéens qui avaient fait un film comme ça sur un petit peu les violences policières. Alors, le film était né, ils étaient en train de danser, une danse, la tectonique, vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a 5-6 ans, ils étaient en train de danser la tectonique au centre de Paris, et puis un d'entre eux filmait avec son téléphone portable la petite performance, et puis des policiers arrivent, on n'a pas le droit de se rassembler, ils se font mettre au sol, etc. Bon, ils étaient juste en train de danser la tectonique. Il y a eu cette image qui a été captée, et ensuite ils ont fait une fiction qui racontait finalement toute cette histoire, tout ce qui s'était passé avant. On s'appelle, tiens, on va se retrouver, etc. Et ça terminait par cette image qui était déjà existante et qui avait cette force ontologique d'avoir été prise dans le réel et qui a finalement donné le point de départ d'écriture au film. Et ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas aborder avant et qui finalement nous ouvrent à des nouveaux sujets. Mais encore une fois, s'il y a un souhait parmi vous de prise de parole ou de questions, n'hésitez pas. Et je pense que oui. Et juste, on va prendre ta question, bien sûr, Philippe. Mais et ensuite, il faudra vraiment présenter la plateforme. Alors, attendez le micro parce que comme c'est enregistré. Je voulais revenir un instant sur les angles que tu as pris avec le jour le plus court, donc, que tu avais monté, et puis après qui a été repris par l'agence du cours, parce qu'il me semble que ce qui se passe, je suis un peu en désaccord sur ton analyse, puisque moi il me semble que ce qui se passe avec le jour le plus court, c'est plutôt le fait que les gens appréhendent l'outil comme étant un outil de diffusion. Alors c'est vrai qu'en ce moment, bon, l'agence donne accès à des films qui n'ont pas forcément d'une l'ouverture qu'on pourrait souhaiter, mais c'est pas tellement la question, c'est le fait que la démarche est celle de générer un outil de diffusion. Et en fait, ça je crois que c'est intéressant à relever parce que en fait on a vu, on a évoqué l'époque des magnétoscopes, on peut évoquer aussi celle de l'arrivée des caméscopes, etc. On voit bien comment la démocratisation de l'outil a fait que Warhol avait raison et que tout le monde devient créateur, enfin avec des guillemets. Et du coup, maintenant, on s'aperçoit aussi, et dans le milieu de l'animation en particulier, on le ressent vraiment, c'est-à-dire tout le monde, du coup, aussi devient producteur. Ça fait longtemps, parce que de bric et de broc, on l'est toujours dans une MJC, une maison de quartier, mais devient aussi maintenant diffuseur et donc programmateur. Donc en fait, on voit comment il y a une espèce d'ubérisation de l'ensemble, quoi. C'est-à-dire comment il y a un mélange de tout qui fait que on le retrouve aussi dans l'écriture, enfin dans les romans dits de jeunesse, etc., où en fait l'autopublication aussi s'est généralisée, tout ça, et donc pas étonnant aussi, pour revenir à ce que vous disiez aussi au départ, de façon plus traditionnelle, vous évoquiez de façon plus traditionnelle les financements publics, mais il ne faut pas s'étonner aussi que dans cet ensemble de plus en plus flou, que l'État se désengage, surtout s'il n'a pas trop d'objectifs, mais enfin en plus, mis à part les problèmes économiques, devant cet afflux massif, il n'y a plus qu'à se désengager, puisqu'on ne voit plus qui peut donner un sens et une direction. Alors, par rapport à ça, juste un point, puis ensuite je pense que c'est important qu'on passe à la présentation de la plateforme. Il y a eu en avril 2015 des assises de la jeune création organisées par le ministère de la Culture. Et on est plusieurs à avoir été sollicités pour essayer de construire un futur réseau social pour les jeunes créateurs, etc. Moi, il y a quelque chose que je défends très fortement sur la question de la diffusion des œuvres, c'est que, et c'est un petit peu ce qui se passe avec Brest Créative, mais c'est que de façon un peu plus centralisée, l'État garantisse un espace de diffusion pour les œuvres, c'est-à-dire qu'on puisse avoir, parce que si aujourd'hui vous voulez mettre en partage vos œuvres, soit vous passez par YouTube ou Vimeo, etc.,
Et ces gens n'ont pas les mêmes intérêts que nous, ils peuvent supprimer vos vidéos quand ils veulent. Donc on croit que tout ça, c'est des sortes de trucs éternels, etc. Mais non, ça n'a aucune pérennité, hein. C'est pas sérieux, c'est pas nos impôts, hein, qui payent ça, il y a d'autres intérêts. Et je crois que l'État doit, mais je ne sais pas si cette proposition-là sera retenue, même si elle a été proposée, je crois que l'État se doit de travailler son patrimoine, d'offrir aux créateurs d'aujourd'hui un espace patrimonial pérenne, hein. C'est une des... Voilà, c'est pour reprendre sur ton... pour rebondir sur ta remarque. Est-ce qu'on peut, Serge, faire une présentation de la plateforme Brest Créative ? Bien sûr, on peut. Je ne sais pas quel est le degré d'information de vous qui êtes là devant moi, donc je ne sais pas si je ne vais pas pouvoir remonter au calendrier grec de toute façon. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, on est en train de construire toujours le site. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne l'imaginait au départ. Donc Brest Créative est avant tout d'abord un web média culturel, participatif, citoyen. Donc je parlais tout à l'heure de mission de service public, hein. Le défi de Brest Créative, c'est de redonner de la visibilité à la création, au sens large, à la culture, donc à tous les acteurs de la culture en région, toutes disciplines confondues, y compris la recherche scientifique et un peu l'innovation technique quand elle nous parle du monde qui advient. Puisque le pari qui est fait, c'est que la mise en regard des œuvres est une interprétation du contemporain au même titre qu'un travail journalistique. Donc on laisse aux médias traditionnels, donc presse écrite et télévision, le soin de poursuivre leur œuvre de suivi journalistique de l'actualité. Et nous proposons, par l'éditorialisation d'œuvres, un autre regard sur le contemporain. Alors, quelles sont ces œuvres ? On est un média global, donc ce sont des œuvres vidéo, donc son et images, ce sont des créations sonores, c'est du texte, c'est des images fixes, tout ce qu'on peut diffuser via le web. Ce sont des œuvres qui sont toujours accompagnées d'un propos. On n'est pas dans une grille de programme où on met un objet, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'éditorialisation, c'est-à-dire qu'on explique toujours qu'une œuvre émane d'un auteur, que cet auteur a une histoire, qu'il a un projet, et que donc c'est cette façon déjà de contextualiser chaque œuvre. Mais plus largement, on éditorialise par thématisation, c'est-à-dire on choisit une thématique. Bon, là aujourd'hui, c'est la tempête. On pourrait imaginer une thématique sur la tempête qui regroupe un documentaire, une fiction, une œuvre littéraire, un travail universitaire sur l'augmentation, l'intensification des règlements climatiques, etc. etc. Le tout accompagné d'une éditorialisation aussi d'un propos général qui relie les œuvres entre elles, qui explique le choix éditorial. Donc ça, c'est le premier enjeu de Brest Créative, c'est ça. C'est cette plateforme d'édition. Cette plateforme d'édition est en lien avec une actualité culturelle sur le territoire, et donc l'idée, c'est aussi d'être présent auprès des acteurs de la culture pour être en amont de ce qui se passe sur le territoire et essayer de pousser les gens vers les lieux de création, y compris les médiathèques, etc., enfin les lieux de culture au sens large, donc se positionner de façon synchrone avec une actualité théâtrale, avec le mois du doc, avec ceci, cela, pour que les gens... L'idée, c'est pas de scotcher les gens devant un écran, mais c'est bien de les amener eux-mêmes vers des œuvres ou à la rencontre d'auteurs. À mon sens, cette matérialisation des auteurs, des chercheurs, des artistes, est un point clé de la motivation d'un public pour la culture. Alors avec cette notion qu'on décrivait tout à l'heure, c'est que le champ le champ artistique s'étend au fil des ans du fait de la démocratisation des outils, et puis aussi parce que voilà, c'est une question contemporaine justement, les émetteurs de messages se multiplient, on n'est plus dans une espèce d'arrosage pyramidal du haut vers le bas.
Donc cette relation avec l'actualité du territoire. Il y a une autre dimension relationnelle de Brest Créatif qui est celle de ce média avec les autres médias télévisuels. On est associé aux télévisions existantes, donc les 3 télévisions locales, la web télé en langue bretonne, Brest Web et France 3. On est associé à ces acteurs de la diffusion au sein d'un contrat d'objectifs et de moyens. Et donc, au travers de ce contrat d'objectifs et de moyens, on a possibilité d'intervenir en association sur des projets. Le principal qui s'est décidé ces jours-ci, c'est le magazine culturel, qui est un magazine d'1 heure par mois, qui démarrera à la fin du mois d'avril. Donc pour 3 saisons, les 3 saisons du COM, hein, le COM se signe sur 3 ans. Mais Brest Créatif signera aussi, a commencé à signer donc une vingtaine d'œuvres par an, qui sont des œuvres qui sont soutenues par d'autres acteurs du COM. Le principe de ce COM numéro 2, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 3 diffuseurs qui soient associés pour que les enveloppes d'argent public du COM soient mobilisées. Et Brest Créatif fait partie de ces acteurs. Donc, qu'est-ce que ça signifie, la présence de Brest Créative dans une signature de projet de COM, d'un projet déposé dans le cadre du COM, donc documentaire, fiction, animation? C'est que bon, ça fait un petit peu plus de cash sur l'achat de droits. Et c'est la demande que Brest Créative puisse accompagner l'œuvre tout au long de son travail de la conception à la diffusion, avec notamment la recherche de productions dérivées. Les productions dérivées, ce sont des choses créées dans le cadre normal de création de cette œuvre et qui peuvent en donner un parfum en amont ou exister en tant que tel, en dehors même de la diffusion du film, ou faire pressentir, bon, classiquement le teaser, annoncer la diffusion. Toute la documentation, dans le cadre d'un documentaire, mais une fiction peut aussi faire l'objet d'une enquête préalable. Toute cette documentation qui présage de l'œuvre ou qui la nourrit. Alors évidemment, on va pas tout exposer, hein. L'idée, c'est pas que Brest Créative diffuse tous azimuts toutes sortes de choses. On est vraiment très sélectif, mais il y a cette notion-là de production complémentaire à l'œuvre finalisée que Brest Créative se propose de valoriser pour accompagner le mieux possible la diffusion de l'œuvre, y compris sur la TNT. Donc vous êtes coproduit par une locale et par Brest Créative. En amont de la diffusion sur la locale, il y aura des choses à propos de votre travail sur le sujet, etc., sur Brest Créative. Au moment de la diffusion sur la TNT, sur la locale, Brest Créative s'en fera l'écho en diffusant ces éléments complémentaires. Et une fois que le replay sur la télévision locale sera épuisé, Brest Créative continuera d'exposer votre œuvre pendant quelques mois, 4 mois, 5 mois, votre œuvre, ainsi que les éléments complémentaires. C'est des deals de ce genre-là qu'on va proposer, qu'on propose déjà d'ailleurs. L'idée étant bien sûr que l'investissement public dans la création soit davantage valorisé. Vous savez tous que on est parfois un petit peu déçu que 2-3 années de travail se terminent par quelques diffusions en catimini, sans même qu'il y ait le moindre relais presse, etc. sur ce travail. Et voilà, et puis bon, voilà, rendre plus visible et rendre plus fort dans le paysage audiovisuel la présence de la création, parce que somme toute, la création qui émane du COM 1, puisqu'avant le COM 2, il y a eu un COM 1 qui a soutenu un nombre d'œuvres assez important, je dirais plus de 200 œuvres. Ces œuvres n'ont peut-être pas eu la visibilité qu'elles méritaient parce qu'elles ont été diffusées sur un média dont ce n'est pas l'objet premier de diffuser des œuvres. Donc il y a un vrai problème simplement d'apparaître dans un paysage, quoi. Et donc Brest Créative se fait fort de se lancer sur ce terrain-là avec un succès qu'on mesurera au fil des années, bien sûr. Oui, comment préparez vos questions, hein, préparez-les. J'ai 2-3 petites remarques à faire, mais pendant ce temps-là, vous préparez vos questions, promis. Hein. Il y a un point aussi important sur le web qui a été développé par Chris Anderson et qui existe, qu'on appelle la longue traîne. C'est la question de la temporalité des objets culturels, notamment sur le web. La télévision, on est vraiment dans un média de l'immédiateté. C'est diffusé, voilà.
Après, on a des Arte plus 7 et des choses comme ça, mais enfin, on reste quand même sur des choses qui restent peu de temps, hein, dont la fenêtre est assez courte. Et on voit bien que la diffusion du cinéma dans les salles de l'exploitation commerciale est aussi sur des fenêtres très courtes, hein, et de plus en plus courtes, pour des raisons toutes simples, hein, qu'on connaît, enfin vous connaissez tous, qui est que le cinéma est financé par la télévision, on a des multiplexes, on a des cartes illimitées, et il faut qu'il y ait du turnover. Donc on sait bien qu'il y a aujourd'hui 2 fois plus de films qui sortent en salle chaque semaine qu'il y a 15 ou 20 ans. Hein. Donc on est vraiment sur un système de flux aussi dans les salles de cinéma. Donc on est sur quelque chose, voilà, des fenêtres très très petites, et on sait bien à quel point les films notamment indépendants ou les films fauchés, comme on dit, peuvent passer à Paris, mais ont beaucoup plus de difficultés à passer ailleurs. Le web a en fait une temporalité beaucoup plus longue, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est ce qu'on appelle la longue traîne, c'est-à-dire que, moi je le constate sur mes propres films, hein, qui sont, pas tous, mais enfin une bonne partie disponibles sur mon site ou sur d'autres sites. D'ailleurs, ils sont visionnables, téléchargeables, voilà, hein, y a pas de, c'est pas en vente, hein, et on voit que c'est sur la longue durée que des œuvres trouvent leur économie et leur existence publique. Bien sûr, il y a des courtes durées, des coûts de courte durée, mais pour le résumer, si vous voulez, en termes purement économiques, si à l'époque où Amazon ne vendait que des livres, eh bien 50% du chiffre d'affaires d'Amazon, c'est les petits trucs sur de longues années. Vous voyez, c'est pas ça paraît rien parce que c'est des petits trucs, genre des bouquins, il y en a 5 qui sont vendus par an, sauf que ça c'est pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et vous allez me dire, ça n'existe pas depuis 26, ça existe depuis 20 ans, Amazon. Donc on peut le dire, on peut le constater. Ce qui est assez important à ce niveau-là, c'est la question patrimoniale. C'est-à-dire que vraiment, et je crois que ça c'est de la responsabilité de tout un chacun, parce que moi je peux vous dire que je vois des films disparaître, réellement, hein, des gens qui perdent leurs films, faire en sorte que ces œuvres, qu'on soit auteur ou producteur, existent quelque part, soient là, puissent être accédées un jour, faire en sorte qu'elles puissent être référencées, ça me semble très important. Et c'est ça qui va faire ce travail de catalogue, finalement, ce travail d'archive. Bien des gens disent que le web, c'est une archive. C'est une archive, quand on met quelque chose sur le web, c'est directement une archive. Et vraiment, même sur YouTube, par exemple, les plus grosses audiences de YouTube qui leur font gagner de l'argent, beaucoup d'argent, c'est des films qui sont là depuis quasiment le début. C'est ceux-là qui sont les plus bénéfiques parce que c'est des films viraux, que les gens s'échangent, etc. On n'est pas du tout sur l'immédiateté. Donc, pour abonder dans ton sens, je crois que sur cette question des partenariats aussi, je crois que, par exemple, même un cinéaste dont le film est diffusé sur Bref Créative, ou sera diffusé sur Bref Créative, il y a tout intérêt, est-ce que lui-même, parce qu'on est chacun notre propre média aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la désintermédiation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je mets un truc en ligne, les gens peuvent le voir directement, que ce soit à partir de YouTube ou de mon propre site, peu importe. Mais en tout cas, les choses sont accessibles directement. Et je crois qu'on a beaucoup de bénéfices à être partenaire avec une plateforme comme Brest Créative, mais être partenaire responsable. Et je crois que ça, c'est un changement majeur. C'est-à-dire que ce n'est pas un diffuseur qui serait au-dessus de moi, on est tous au même niveau d'une certaine manière face au web, et on a intérêt à être partenaires les uns avec les autres. C'est facile à dire, mais c'est pas si simple. Parce que, par exemple, moi, c'est des choses que je travaille avec les gens d'Arte sur les vieux contenus. Dire, bon, les vieux trucs. Mais en fait, s'ils sont bien référencés, comment on fait pour bien référencer les choses? Il faut qu'il y ait du texte. Parce qu'aujourd'hui encore, le référencement passe par le texte. Si vous mettez un film en ligne, il faut qu'il y ait du texte autour, il faut qu'il y ait son titre, il faut qu'il y ait les noms des acteurs, il faut qu'il y ait un résumé, etc. S'il n'y a pas cette matière textuelle autour, eh bien, il ne pourra pas être trouvé, il ne pourra pas être mis en relation, il faut qu'il y ait des mots-clés, etc., etc. Avec les autres, il ne pourra pas exister dans la longue durée. Moi, il me semble que ça, c'est vraiment une responsabilité qu'on a chacun de travailler
est de mettre en place des partenariats et de travailler, de penser longue durée. Il y a une entreprise capitaliste bien connue qui gagne beaucoup sur la longue durée, c'est Walt Disney. Ils déclinent, ils n'arrêtent pas de décliner, de reprendre, etc. Ils ont très tôt eu cette conscience. Et en France, alors c'est pas que en France, hein, mais dans le domaine, on va dire, du commerce de la culture, il y a traditionnellement eu assez peu de conscience de ça. C'est-à-dire qu'on a un temps d'exploitation, puis après on détruit les copies. On détruit les copies, de même qu'on détruit les livres. Et vous savez sans doute que Henri Langlois, le fondateur de la Cinémathèque française, il a passé sa vie à être pirate, à voler des films contre la vie des ayants droit. Hein. C'est comme ça qu'on a construit la Cinémathèque française. Et heureusement qu'il l'a fait. Parce que s'il n'avait pas fait ça, s'il n'avait pas eu justement un positionnement politique, un choix, c'est-à-dire qu'à certains moments, il n'avait pas le droit de le faire. Mais à un moment donné, je veux dire, il faut avoir, si on a une vision politique, eh bien on peut désobéir à la loi, parce que la loi, on peut la faire changer aussi. Hein. Et si on agit. Et du coup, il a eu cette conscience-là. Et alors, vous allez me dire, la Cinémathèque française, c'est pas ça qui fait beaucoup d'économies. Mais si, par exemple, quelqu'un que je connais bien, parce que j'ai beaucoup travaillé avec elle, Agnès Varda, j'ai arrêté parce qu'elle est quand même difficile à supporter, mais elle fait des choses chouettes. Eh bien, c'est quelqu'un qui produit pas énormément, enfin bon, et puis elle est âgée, etc. Elle produit pas énormément, mais je peux vous dire que la gestion du catalogue de ses films et des films de son défunt mari, comment il s'appelait, Jacques Demy, pardon. Eh bien, elle vit très bien d'une valorisation de son catalogue. Et je veux dire, je ne dis pas du tout ça dans un point de vue critique. C'est absolument génial que, encore aujourd'hui, des gens puissent découvrir les œuvres de Jacques Demy, d'Agnès Varda. C'est du travail. Et c'est pas du tout un travail poussiéreux. Je veux dire, c'est un travail, quand on voit des jeunes gens qui découvrent ces œuvres qu'on a aimées, c'est génial. Et du coup, c'est une société privée qui le fait, mais qui le fait dans une réalité économique, juste avec en gros un catalogue de 15 films. Hein. C'est pas si énorme que ça, et ils arrivent à faire des choses. Je travaille aussi beaucoup avec Jérôme Deschamps et Macha Makayev qui s'occupent du catalogue des films de Jacques Tati. C'est pareil, il y en a 5-6, quoi. Hein. C'est pas énorme. Mais ils font à la fois un travail génial de restauration, de diffusion, d'existence. Et quand on voit des gamins qui découvrent Mon oncle de Jacques Tati, qui adorent... Enfin, heureusement qu'ils font ce boulot. Et après, ils sont critiqués parce que ils gagnent plein de fric, etc. avec ça. Mais, enfin, je veux dire, ça veut dire qu'ils travaillent bien aussi dans une réalité économique pour eux, tant mieux pour eux. Mais n'empêche qu'ils nous donnent accès à des œuvres. Et là, on est sur du coup des initiatives. Je cite 2 initiatives de gens avec qui je travaille. On est sur des initiatives privées, mais je crois qu'on peut tous tirer bénéfice et s'inspirer d'une certaine manière de ce type de démarche qui est quand même très constructive et qui n'est pas du tout regardée en arrière et qui n'empêche absolument pas de construire des nouvelles choses, bien sûr. Voilà, donc là, j'ai dit tout ça parce que ça me semblait important de dire tout ça, mais je n'oublie pas que je vous avais demandé de préparer vos questions pendant ce temps-là. Et notamment sur quand même de l'articulation qui est la nôtre, qui est la plateforme Brest Créative, et qui, j'imagine, pose certaines questions. Et Serge est là pour y répondre. Oui. Alors, attendez le micro. Merci beaucoup. Moi, ma question, elle est autour de la médiation, justement, puisque vous parliez tout à l'heure de ces lycéens qui ont accès à des... Enfin, on sait tous, on a accès à beaucoup de choses sur la toile. Mais comment on fait pour créer des ponts entre la salle de cinéma, une classe, le web, pour contextualiser, vous parliez du texte tout à l'heure, les œuvres, et pour sortir d'une forme d'isolement, de solitude, sur le web, parce qu'on parle de communauté, mais il y a aussi la notion collective, qui est pour moi différente. Et donc voilà, cette question de la médiation du spectateur et de comment on interagit dans la vraie vie ensemble avec ça. Oui. Effectivement, c'est une question qui est très cruciale.
bon, les réseaux sociaux, c'est la vraie vie aussi, somme toute, hein, et donc Brest Creative est aussi conçu dans ses fonctionnalités comme un réseau social. C'est-à-dire, l'avantage du réseau social et des applications, etc., c'est de pouvoir de plus en plus atteindre des gens sur des secteurs de niche. C'est pas un très beau mot, mais enfin, c'est sur des spécificités d'usage très précises, et donc faire passer les bonnes informations aux bonnes personnes, c'est de plus en plus important aussi sur le terrain culturel. Je crois que par rapport aux salles de cinéma, tu l'évoques, et je crois que les salles de cinéma ont pris conscience que leur dernière cartouche, c'est la rencontre. Les salles de cinéma qui marchent le mieux aujourd'hui, je parle des salles à essai, hein, c'est celles qui font beaucoup d'animation, donc de rencontres, et qui même au-delà du cinéma parfois. Voilà, près de chez moi, il y a cette nouvelle salle, le Tianoc, à Auray, qui avant était la salle des arcades. On a eu un échange il n'y a pas longtemps. Ça fait 8 mois, 9 mois qu'ils ont commencé. Ils ont vraiment des très bons chiffres, mais c'est vraiment, ils font sans arrêt des avant-premières, et donc des avant-premières de films tournés localement, des choses en lien avec, quand c'est la COP 21, ils font des choses avec les associations de préservation de l'environnement, etc. C'est-à-dire que la salle de cinéma n'est plus seulement un lieu de diffusion de ce qui est programmé par les distributeurs, mais c'est un lieu de rencontre des acteurs locaux qui ont envie de se retrouver autour de quelque chose de précis. Et là, les réseaux sociaux sur Internet donc, jouent un rôle très fort d'agglomération de ces publics-là. Voilà, pour répondre à ta question. Et du coup, pour y construire concrètement des choses par rapport, par exemple, à des lycéens qui ont une cinéphilie, on peut justement mettre en place des partenariats. Et moi, je verrais bien un partenariat entre une classe, par exemple, une salle de cinéma, et pourquoi pas Brest Creative, et puis faire ensemble ce qu'on appelle un atelier de programmation, c'est-à-dire réfléchir ensemble à partir justement de la cinéphilie de chacun, de quelle programmation on pourrait construire ensemble dans ce type de partenariat. C'est des expériences qui marchent très bien, qui sont très très fortes, parce que pour les jeunes, être justement dans cette fonction-là, et cette fonction-là, c'est pas juste faire une programmation, mais c'est aussi travailler la communication autour de cette programmation. Et du coup, comme dit Serge, au sens de la rencontre, finalement, ça n'est pas instrumentaliser le cinéma que le fait de vouloir rassembler des gens importants pour nous, et ça construit notre espace social, et au milieu de ça, l'œuvre, elle est tout à fait importante, mais quand on va au cinéma, on se déplace pour voir une œuvre, mais on se déplace aussi pour être ensemble, c'est les deux, et l'un n'est pas du tout au-dessus de l'autre. Donc vraiment, c'est des choses qui fonctionnent très bien, qui donnent beaucoup d'énergie, qui donnent beaucoup de sens. Je pense que là, il y a des très beaux partenariats à construire. Et après, on va dire, bah oui, mais on choisit un seul film, alors peut-être ils ont toute une cinéphilie, etc. Mais après, on peut tout à fait construire un blog autour de cette séance, où il y a... C'est un projet que j'ai fait récemment avec le Forum des images, où une classe vient comme ça et fait un blog où, autour d'un sujet central, il y a des liens vers d'autres films, etc. Donc il y a plein de choses à faire qui marchent vraiment très bien en termes de médiation. Puis qui sont simples en fait, mais qui demandent justement de se rendre compte que les salles de cinéma aujourd'hui, en tout cas si l'exploitant est malin, et c'est le cas de plus en plus d'exploitants, sont des lieux tout à fait ouverts au partenariat. Et puis s'ils ne le sont pas, il faut leur dire que ça ne va pas, et qu'il ferait mieux de s'ouvrir. Oui, bonjour. C'était à propos de l'émission culturelle, en fait, votre projet avec France Télévisions. En fait, je voulais avoir des précisions. Ce que vous alliez faire, en fait. Eh bien, donc, c'est un magazine culturel qui a un format télé de 52 minutes mensuel qui passera en début de soirée sur les télévisions locales, en fin de soirée sur France 3, et de façon éditorialisée différemment, donc sujet par sujet sur Brest Creative. Donc c'est un contenu multiforme.
Ce contenu est produit par une société de production, hein. C'est une sous-traitance, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est un producteur indépendant qui produit le magazine en concertation avec France 3 et Braise Créative. Nous, Braise Créative, on valorise notre réseau d'acteurs de la culture. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais on a un comité éditorial de 45 personnes qui sont représentatives de l'ensemble des secteurs de la culture. Et c'est un comité qui n'est pas fermé. Il va encore s'élargir au fil du temps parce qu'il nous manque un certain nombre de disciplines et surtout un collège de citoyens qui se constituera une fois que le média sera en ligne. Donc nous sommes force de proposition en termes de signalement de sujets possibles à traiter dans le magazine culturel. Et voilà, l'objet, la demande dans le cahier des charges, c'était une manière innovante de concevoir le magazine, des points de vue d'auteur, donc aussi du documentaire en immersion, pas que du reportage, un petit peu de captation si nécessaire. En tout cas, aller chercher la culture là où elle se passe, c'est pas convoquer les acteurs de la culture sur un plateau genre Grand Échiquier ou l'habituel magazine sur plateau. Il y a un petit peu de plateau quand même, mais le moins possible. Voilà un petit peu le cadre. Moi, je voulais revenir sur un peu la question posée là-bas tout à l'heure sur le lien entre les publics et surtout le spectre que Braise Créative souhaite embrasser, c'est-à-dire aussi la recherche, aussi le citoyen, etc. Parce que finalement, l'impression que ça donne un peu, c'est qu'on est quand même recentré sur l'audiovisuel. Comment faire en sorte, je pense que c'est la gageure aussi de ce projet-là, à ce que le citoyen, le chercheur, celui qui n'est pas dans ces réseaux habituels, donc peut-être hors de cette salle de cinéma dont on parle là, même si la salle de cinéma peut être un lieu qui rassemble tous ces gens-là, comment, sur l'échelle d'un territoire appréhendable comme la Bretagne, 4 départements, 5 peut-être dans un autre temps, mais on n'en est pas là pour le moment, comment arriver à créer cette synergie entre le fait d'être effectivement seul devant son ordinateur, enfin c'est pas l'un ne chasse pas l'autre, et aussi sur des temps forts, parce qu'une des intentions de Braise Créative, c'est de justement rendre accessible cette culture et qu'elle soit vivante et partagée. Voilà. Comment arriver à articuler ça ? C'est effectivement une difficulté majeure. Bon, l'audiovisuel a deux vocations. Le support audiovisuel peut être une œuvre d'art en soi-même, c'est-à-dire une œuvre audiovisuelle, une œuvre de cinéma, donc qu'on peut diffuser sur le web, donc d'un simple transfert de code. L'audiovisuel est aussi une trace d'une activité. On sait bien que on peut, par les moyens de l'audiovisuel, rendre compte du travail, d'un travail scénique, d'un travail social, d'un travail de recherche. Nous sommes en partenariat avec l'ERDU, qui est un média de l'université de Rennes 2, mais dans lequel il y a aussi quelques universitaires de Rennes 1, mais enfin c'est Rennes 2 qui porte l'outil. C'est un outil de diffusion du travail des enseignants, des chercheurs de l'université, donc, et on a la possibilité de puiser dans le vivier de documents qui sont produits au sein de l'ERDU. Donc cette ouverture à ce qui est autre que l'audiovisuel, elle va être prospectée avec des structures comme Longueur d'onde, dont le festival vient de se terminer. Donc Longueur d'onde, qui est un foyer qui fédère un petit peu par le biais du festival, mais aussi par le biais d'une activité à l'année, le travail de création sonore et le travail radiophonique sur le territoire et au-delà du territoire. Donc là, on a des interlocuteurs qui sont particulièrement bien placés pour nous nourrir, nous signaler du contenu non vidéo, donc de la création sonore. On a des liens très étroits aussi avec Livre et Lecture en Bretagne, et donc le collectif des écrivains, des éditeurs, etc., pour faire remonter du texte à lire sur la plateforme. Donc c'est pas de la vidéo, là pour le coup, c'est du texte qu'on lit à l'écran. Alors évidemment, on va pas publier des bouquins de 200 pages sur le site. Là, il y a tout ce travail, comme on parlait tout à l'heure de la durée des œuvres vidéo, il y a cette question du dosage des messages sur le web et la possibilité de passer
d'un contact rapide à un contact plus prolongé avec une œuvre. Ça, c'est vraiment passionnant à explorer cette question de voilà. Et je crois que le numérique nous invite aussi à ne pas limiter une œuvre à un seul format. Pour moi, je pense qu'on va vers quelque chose de l'ordre qui est une œuvre, c'est une entreprise qui va se décliner sur différents médias, du son, du texte, de la vidéo, et qu'il y aura différents formats à différents moments, mais même dans la manière finalisée, je pense qu'il est important d'avoir dans cette logique de diffusion numérique à l'esprit, en tant que créateur, la possibilité de communiquer des éléments de son œuvre de différentes manières. Je prends l'exemple du film de Pascal Breton qui sera projeté ce soir en avant-première rennaise, Suite armoricaine. C'est un film qui dure 2h30. La réalisatrice tient absolument à ce qu'on le voit dans une salle de cinéma, parce qu'il y a une question de temporalité, de choses comme ça. Donc, évidemment, on va aller voir son film dans la salle de cinéma. Comment on fait sur Brest Créative pour communiquer sur cet énorme travail de fiction, de cinéma, de façon efficace, autrement qu'en passant juste une bande-annonce. Entre parenthèses, la réalisatrice ne veut pas de bande-annonce. Donc voilà, comment on fait aujourd'hui quand on se lance dans un travail de fond comme ça, créatif, pour dégager des fragments, des fractions, ou même des micro-œuvres en lien avec cette œuvre générale. C'est une vraie question qui, à mon avis, est vraiment cruciale, parce que ça dépasse la simple question de la bande-annonce, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça peut être beaucoup plus profond que ça. Je reviens de Longueur d'onde, donc je ne savais pas que vous étiez en lien avec eux, et c'est tant mieux. Mais pour ce qui est de la création sonore et radiophonique, parce que c'est ça mon dada, je pense qu'il ne manque pas tellement d'espace de diffusion, pour le coup, gratuit, parce qu'on est habitué à ça en création sonore et radiophonique. Et Longueur d'onde peut vous apporter un vivier de ce point de vue-là, mais c'est pas ça dont on manque vraiment en création sonore et radiophonique, c'est plutôt des soutiens à la production. Voilà, puisque donc comment vous vous placez de ce point de vue-là, puisque je pense que dans les 20 œuvres que vous pouvez aider à l'année, et les diffuseurs, etc., c'est plutôt des choses avec images et pas vraiment avec le son. Alors, les 20 œuvres dont j'ai parlé sont effectivement des œuvres qui sont présentées au contrat d'objectifs et de moyens pour des télévisions, donc ce ne seront que des œuvres audiovisuelles et cinématographiques. Pour parenthèse, on va parler d'argent et on va être dans des sommes que vous allez juger symboliques, mais c'est un début. Sur une œuvre du contrat d'objectifs et de moyens, Brest Créative met 16 € hors taxe par minute, quand elle signe une œuvre. Je vous signale pour information qu'une télévision locale met 8 € hors taxe la minute, donc les trois ensemble 24 €, France 3 24 €. Donc ce sont des toutes petites sommes, mais il faut savoir que comment on arrive au montant requis pour obtenir le compte de soutien, qui est actuellement de 11 ou 12 000 €, c'est l'argent public qui est dans le COM. Le plus gros de l'apport, en gros, sur 12 000 €, il y a 10 000 € qui sont de l'argent public, qui sont recyclés au travers des télévisions via le COM, et les 2 000 € complémentaires sont l'argent des diffuseurs eux-mêmes. Donc ça, c'est pour la création audiovisuelle et cinématographique. Les œuvres terminées, on les achète 10 € hors taxe la minute pour 6 mois d'exposition. Ça, c'est de l'achat de films terminés. Là aussi, pour information, il faut savoir que sur une télévision locale, un achat de droits de films terminés pour 6 mois, c'est 15 € la minute. Donc pour une diffusion web, on est à un niveau tout à fait honnête, on va dire, même si c'est en regard du coût de production dérisoire, je l'entends, mais on n'est pas dans la gratuité. Pour l'achat d'une création sonore, on n'a pas fixé de tarif, mais enfin on va être dans ces eaux-là, quoi, pour une œuvre terminée. Maintenant, je ne connais pas, parce que je ne suis pas acteur de ce territoire, de ce secteur pour l'instant, je ne connais pas de processus de soutien à la création sonore. Ça doit exister. Il y en a des choses extrêmement ciblées, des appels à création divers et variés, mais pas tant que ça, vraiment très peu. Et d'ailleurs, c'était un peu, l'atmosphère était un peu moribonde à Longueur d'onde. Il y avait le seul représentant de l'audiovisuel public, c'était Hervé Rony de la SCAM, et qui disait que justement on était dans une économie précaire de toute façon, dans l'audiovisuel en général, mais particulièrement dans le son. Voilà, et qu'en même temps, il essayait de se rassurer en disant finalement c'est ce qui donne peut-être plus de liberté aux gens du son et de la radio, mais je trouve que c'est une excuse un peu qui est un peu mal placée.
Mais voilà, en tout cas, je pense qu'il y a une réflexion vraiment à mener, peut-être un peu plus profonde au niveau de la création sonore et radiophonique, même au sein de Brest Créatif, parce qu'on a tellement oublié le son. Alors je ne veux pas du tout faire maraleuse, mais je pense qu'il y a vraiment des choses, des points à faire, même si lui disait justement qu'il y a des cinéastes qui se retrouvent à faire du son, parce que finalement c'est moins cher. Ils sont tellement, des documentaristes notamment, qui sont un peu... Alors après, il y a l'accord du son et de l'image. Bollendorf, par exemple, arrive très bien à faire même des diaporamas sonores qu'il appelle webdoc, mais non, je crois que ça s'appelle des photos parlantes. Non, je sais plus. Voilà, ça, mais en tout cas, oui, je pense qu'il y a vraiment des choses à creuser, mais pas seulement donc dans la mise en valeur de la diffusion, mais plutôt avant. Bien sûr, bien sûr. Mais enfin, disons, ce qu'on peut dire comme bonne nouvelle, c'est qu'on est sensible à la création sonore et qu'on va la valoriser, qu'on va l'éditorialiser, c'est-à-dire on ne va pas juste la mettre comme ça en ligne, on va l'accompagner. Mais effectivement, j'entends ce que vous dites. J'ai des collègues qui travaillent pour France Culture, même sur les docs, des choses comme ça. Et je vois même pour cette émission phare de la création sonore française dans un média national, les salaires sont dérisoires. On ne peut pas en vivre, à moins d'en faire un par mois, quoi. Donc, mais là encore, on est tous des acteurs, on doit tous frapper aux bonnes portes, quoi. Et pour l'instant, les bonnes portes sur la création sonore, ça reste encore les médias financés par la contribution à l'audiovisuel, quoi, qui ont quand même des moyens infiniment, qui n'ont aucun rapport avec Brest Créative. Nous, on développera ça dès que possible, mais avec les moyens actuels, on ne peut pas se lancer dans de l'aide à la production sonore, sauf si il y a un contrat d'objectifs et de moyens qui se met en place avec la région ou avec l'État sur la création sonore diffusée, etc., et qu'on peut capter de l'argent public pour financer ces apports en coproduction, parce que somme toute, tout fonctionne comme ça, hein. France Télévisions est financé par un contrat d'objectifs et de moyens, c'est l'État qui le finance via la contribution à l'audiovisuel public, donc il n'y a pas de mystère, quoi. La création est financée par de l'argent public qui circule d'une certaine manière, quoi. Non, mais c'est juste parce qu'à partir du moment où est arrivé le web média, on a intégré si vous voulez, quand on, par exemple, fait des demandes de financement à la DRAC, il y a d'un côté l'audiovisuel, d'un côté la musique, mais la création sonore, elle est nulle part, en fait. Même elle n'est pas vraiment reconnue en tant que... Alors, on a des financements très spécifiques, mais c'est difficile de... Après, c'est sur projet, mais en tout cas, c'est difficile de la mettre dans une case. Ouais, juste une question sur, j'avais vu sur votre site, donc Brest Créatif, sur les appels à projets du magazine et d'un projet web magazine aussi différent. Web création. Web création. Je voulais avoir un peu plus de renseignements là-dessus, comment on y prend part. Alors, la web création, c'est une des enveloppes du contrat d'objectifs et de moyens qui est spécialement dédiée à Brest Créative, mais qui passe par on a 2 enveloppes par an de 12 500 € TTC qui sont là pour être donc intégrés dans une coproduction avec un producteur indépendant. C'est un apport diffuseur, donc, ou un préachat, on va dire, de la web création. Donc on est vraiment dans du montage financier classique, là, avec un dossier pour aller au CNC, au WebCOSIP. Et donc il y a une des 2 enveloppes qui est portée par France Télé, l'autre qui est portée par les télévisions locales, mais au nom de Brest Créative, puisque nous on n'a pas d'agrément CSA. Donc on est dans du développement classique, c'est-à-dire c'est un dossier de développement, donc une web création, quelque chose qui utilise les moyens du web pour être diffusé, donc ça peut être de la série, on dit web création, pourquoi on ne dit pas web doc? Parce que justement en création on est ouvert sur tout type de genre, on est transgenre ou sans genre, donc on peut mêler de la fiction à du documentaire, on peut être dans l'ordre de l'essai pur et simple, enfin bon, il n'y a pas de contraintes, c'est pas du webdoc qu'on attend en particulier. En lien avec notre ligne éditoriale, bien sûr, hein, donc la valorisation de la création sur le territoire ou, disons, une approche de la culture qui émane de ce territoire. Voilà, et donc à partir de là, on est un peu sur de la carte blanche, hein. On a eu 2 propositions là pour le premier appel à projet, il y en a un autre au mois de juin, il y en a un autre à l'automne. Voilà. Vous pouvez. Alors le mieux, c'est peut-être si vous avez des projets, d'en parler le plus tôt possible pour ne pas partir dans des développements qui seraient ou hors sujet ou hors propos, etc. Mais en tout cas, sachez que dorénavant, il y aura 2 web créations qui pourront être coproduites et qui permettront de monter. Donc, enfin, on a fait un calcul là, avec un producteur, on pourra atteindre l'un dans l'autre à peu près 50 000 € de financement sur un webdoc, ce qui est
enfin une web création, ce qui est pas terrible, mais ce qui est pas trop mal non plus, quoi. Sur une durée ça varie quoi. Donc une web création c'est interactif, donc la durée de consultation varie de quelques secondes à, voilà, mais disons le total du déroulé du contenu, on est sur à peu près une demi-heure, quoi. Bonjour. D'abord, je m'excuse si je parle un petit peu mauvaisement avec des mots. Bref. Bon, ma première question, c'est est-ce qu'il y aura un espace pour la création amateur? Il y aura une direction artistique. La dernière fois, dans les rencontres de Bretagne, on avait vu que vous aurez une espèce de... J'ai oublié le mot en anglais. C'est... Bon, un community manager pour avoir un petit peu le contrôle artistique de ce qui va être publié dans Brest Créatif. Et je me demande alors si quand je parle de la création amateur, par exemple dans le cours roulette que vous avez tiré comme partie du jury, j'ai regardé qu'il y avait des très bonnes idées sur quelques courts-métrages, mais par rapport à l'image, c'était un peu mauvais. Comment, s'il y aura un espace pour probablement écouter ces idées que j'ai trouvé qu'il y avait des très bonnes idées, mais il n'y avait pas peut-être la production pour bien les réaliser. Et de l'autre partie, quel sera un peu, on avait parlé du modèle économique, quel sera un peu le modèle économique pour Brest Créatif? Vous savez, un budget, et après, quand vous aurez le retour de ce budget à partir de la production des images et tout ça. Le retour de budget, qu'est-ce que tu entends par là? J'entends comment vous sauriez de profit un peu. Comment on fera du profit? Oui. Bon, si c'est très personnel. Oui, non, d'accord. Comment ça fonctionne économiquement globalement? D'accord. Donc, pour déjà répondre à cette question, donc l'accès au site est gratuit. Nous sommes une association, donc il y a moyen de cotiser si vous voulez devenir membre. C'est 10 € par an pour les individus. L'accès au contenu est libre, donc il n'y a pas de remontée de recettes pour Brest Créative. Donc l'accès aux amateurs, je dirais que la question de l'amateurisme et du professionnalisme des auteurs, qu'ils soient littéraires, audiovisuels, des artistes au sens large, est une question qui est très ancienne. Qu'est-ce que ça veut dire déjà être amateur, quoi, qu'est-ce que ça veut dire d'être professionnel, disons? Est-ce que ça veut dire qu'on gagne sa vie principalement ou exclusivement par cette activité-là? Auquel cas il y a assez peu de professionnels finalement. Dès l'instant où on n'arrive plus à faire ses heures, qu'on a un RSA ou qu'on a une activité d'enseignement ou une activité associative, etc., est-ce qu'on est encore un professionnel? Donc cette question nous préoccupe moyennement. Enfin, je veux dire, on ne fixe pas de barrière entre professionnalisme et amateurisme. C'est l'œuvre qui compte. Maintenant, donc, comment ça fonctionne, les choix éditoriaux, la question de comment on fait le tri dans toutes les propositions qu'on reçoit. Il y a donc un comité éditorial, je disais tout à l'heure, 45 personnes qui sont reliées par un outil en ligne, c'est-à-dire il y a un espace de concertation et de délibération en ligne de ces 45 personnes, qui est en construction encore, parce qu'il est très complexe à construire finalement. Et il y a une équipe éditoriale dont je suis le responsable. Il y a Sylvain qui est là dans la salle, qui m'assiste, là au premier rang à droite, dans un pull un peu mauve comme ça. Et puis il y a Laurence qui travaille plus sur la documentation, etc. Laurence Jourjon. Donc il y a donc 3 personnes qui s'occupent, pas tout le monde à plein temps hein, bien sûr, mais qui s'occupent de
faire le tri en amont et soumettre au comité éditorial, agréger, faire des propositions d'agrégation thématique, etc. Donc ça, c'est pour la question du choix. Après, la question, c'est quelle est la limite des mauvaises images qu'on peut laisser passer, etc. Donc ça, c'est dans ce débat-là, bien sûr. Mais on ne peut pas non plus caractériser une œuvre valable que par la beauté des images. La beauté des images est un critère, mais il y en a d'autres. On peut finalement faire passer une œuvre avec des images médiocres, mais parce qu'on considère que ce qu'elle représente, c'est quelque chose de fort. Il y a aussi la question des jeunes créateurs. Avec Cours en béton, on est engagé dans quelque chose. Bon, il y avait Cours roulette, mais Cours en béton, ça va encore plus loin dans les jeunes années. On se place à l'affût de tout ce qui se produit vraiment comme premier geste de création. Et là, on peut considérer qu'une œuvre qui a été faite en maternelle, dans une école maternelle ou dans une école élémentaire, même avec un accompagnement d'adultes, etc., on ne va pas avoir la même exigence qualitative du moment qu'il y a quelque chose d'intéressant qui est saisi, quoi. Voilà, c'est la question de la force du... Voilà. On sait bien que la force d'une œuvre n'est pas forcément liée aux conditions professionnelles ou amateurs, et uniquement à la question de la forme, de la maîtrise technique, on va dire. La maîtrise technique, ça compte, bien sûr. On est ravi quand un film est beau, réussi, etc. Mais c'est pas le seul critère et c'est pas l'essentiel. J'ai répondu à tes questions ? Oui. Et une autre question, si ça ne vous dérange pas. Vous avez fermé l'interaction avec le public dans la page virtuelle. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Et je sais pas, peut-être un espace pour l'interaction du public. Je ne veux pas faire la comparaison avec Facebook, mais un espace pareil pour partager des idées, du vidéo, de musique. Alors, de quel espace parles-tu? Un espace où le public peut-être peuvent... Celui qu'on a fermé, je veux dire, ça serait où? Non, moi je me demande si vous savez fermer cet espace pour... Oui. Donc les espaces d'interaction. Oui, parce que je vois un peu la page, mais je vois seulement d'informations. D'accord. Alors je vous explique comment on fait pour interagir. La page Facebook est uniquement une page d'information, effectivement, des événements à venir. Je pense qu'aujourd'hui ou demain, on va publier le communiqué sur l'attribution du magazine culturel. Ça, c'est une des informations qui ne va pas tarder. Voilà, ce genre de choses, ça passe sur la page Facebook. Ce n'est pas un lieu de débat. On a créé un groupe Facebook qui est là un lieu... qui était censé être de débat. C'est vrai qu'à un moment donné, on y passait la moitié de notre temps à gérer cette page parce qu'il y avait une espèce de polémique autour de certaines questions qui étaient vraiment internes au petit microcosme de l'audiovisuel. Donc à un moment donné, on s'est lassé parce que le ton montait, il fallait sans arrêt essayer de modérer, de trucs, et on avait vraiment 1000 autres choses à faire. Il faut savoir quand même que jusqu'au 1er février, l'équipe de Brest Créative, c'était Cassandra, Sylvain, moi et un mi-temps. Cassandra et Sylvain sont 2 services civiques qui nous ont rejoints au mois d'octobre. Donc par rapport à la masse de travail, on n'est pas du tout pourvu pour pouvoir gérer ce genre de trucs. Sur le site internet, il y a 4 ou 5 boîtes de dépôt, donc de sujets pour le magazine culturel, d'œuvres, pour nous signaler une œuvre existante avec son lien. Tu es dessus là? C'est sur programme. Voilà, tu scrolles dedans. Voilà. Là, vous avez toutes sortes de choses. Vous voyez, magazine culturel, appel à sujet, web création, appel à projet. Vous avez un projet pour les diffuseurs du com, donc ça c'est dans le cadre des 20 œuvres qu'on signe chaque année. Signaler des œuvres existantes, voilà, vous nous signalez une œuvre qui vous paraît pertinente. C'est pas forcément la vôtre, d'ailleurs. Déposer des petits formats, donc j'ai fait une petite vidéo, voilà, je vous la dépose, le lien Vimeo, YouTube avec un code. Solliciter une aide pour finaliser les vidéos. Tiens, ça j'en ai pas parlé encore. On a un petit stock de piges, donc des salaires à la journée pour des réalisateurs ou des monteurs qui peuvent accompagner des structures non audiovisuelles, c'est-à-dire de tous ces spectacles vivants, recherche, etc. Ça répond un peu à la question d'Antoine aussi tout à l'heure sur comment on fait pour, etc. Donc on mobilise des moyens entre 50 et 100 piges par an, 100 salaires jour,
pour accompagner des structures qui ont engagé un travail audiovisuel ou autre destiné à la diffusion pour les aider à finaliser. Pourquoi ? Parce qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup d'endroits où des gens avaient commencé un travail de ce type-là, mais n'avaient pas eu l'énergie ni les compétences pour aller au bout. Et qu'il y a des cas où il y a des contenus qui mériteraient d'être vraiment exposés au public, et là, on peut mobiliser une personne pendant un jour ou deux pour aller au bout de quelque chose. Voilà. Donc globalement, voilà, il y a ces espaces-là, ça c'est sur l'espace vitrine, et donc le site fini, il y aura des call to action pour vous inciter à nous transmettre des sujets pour le magazine culturel et à nous faire connaître vos projets, etc. Donc ça sera en permanence. Il y aura aussi un lieu où on pourra déposer des suggestions pour des thématiques à venir. Je souhaiterais que Brest Créative évoque telle thématique, sans plus. Aussi dans une thématique en cours, je vous signale que sur ce même sujet, il existe tel ou tel objet très intéressant. Ça serait peut-être bon de le mettre à disposition de la communauté. Donc là, on fait une modération, et si c'est bon et si c'est accessible dans nos moyens, on le met en ligne. On enrichit le dossier à l'aide des contributeurs. Les commentaires classiques, ça, on peut commenter un dossier thématique, il y a toujours l'espace de dialogue. Voilà. Donc l'outil est vraiment conçu pour être le plus interactif possible. On veut être ouvert à tout. Et après, on a un petit problème, c'est qu'on est très peu nombreux, qu'on a plein de choses à gérer, et qu'on reçoit des choses tous les jours. Voilà. Mais on va faire au mieux, quoi. On a déjà, là, en quelques temps, sélectionné et mis le pied à l'étrier d'un certain nombre de personnes. Je pense que d'ici 1 an ou 2, on verra comment Brest Créative aura donné un élan à un certain nombre de jeunes créateurs, aura donné une visibilité à un certain nombre de jeunes musiciens, peintres, etc. etc. Ça sera visible, mais dans 2 ans, 3 ans, quoi. Mais je le sens venir, c'est là, quoi. C'est clair. Il y a vraiment toute une effervescence qui peut trouver là sa place, et donc rencontrer des publics qui jusque-là n'étaient pas tout à fait accessibles. Bon, à nous aussi d'agréger ces publics, hein. Tout ça demande du temps aussi. Oui, en principe, elle est sur le site. En principe, elle y est. Mais c'est tout récent, hein, parce qu'il faut savoir que un membre du comité éditorial doit être validé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration a eu lieu le 25 janvier. Et depuis le 25 janvier, on a quelques problèmes avec le développement de notre site. Donc voilà. En tout cas, tout cela sera affiché, oui. Enfin, l'est déjà, mais le sera encore davantage. Alors, ça, là, vous parlez de partenariats éditoriaux. Oui. Alors, l'offre est en cours, elle a été faite pour un certain nombre. Les contacts sont établis pour un certain nombre d'établissements, comme la Grande Boutique, Montifilm, les Rencontres de Mélionnec, enfin toutes sortes, l'INA, Grand Ouest, etc. Donc, l'offre est faite de partenariats éditoriaux, avec des réciprocités. Mais voilà, là, là aussi, c'est le 25 janvier que le conseil d'administration a validé le contrat type de... Il faut savoir qu'on a changé de conseil d'administration en plein lancement, donc ce qui a nécessité... Et le conseil d'administration s'est renouvelé aux 2/3 ou aux 3/4. Donc il y a eu un temps aussi d'adaptation des nouveaux membres du CA, etc., qui fait qu'un certain nombre de choses n'ont été validées que le 25 janvier. Mais tout ça est... Oui, les partenariats éditoriaux. Avec Longueur d'onde, justement, on a un partenariat éditorial en cours. Enfin, c'est acté, maintenant il faut encore le signer. Mais bien sûr. Je pense que s'il y a encore une question, c'est bien. Puis après, on aura fait un bon tour de nos sujets, je crois. Ben écoutez, je pense qu'on arrive au terme de cette rencontre. Merci de votre participation. Merci beaucoup Serge. Mais évidemment, c'est un projet magnifique et qui pose plein de questions, évidemment, comme tout projet. Mais de toute façon, vous savez, quand
quand on fait quelque chose, on est toujours critiqué, hein, de toute façon, quand on fait quelque chose. C'est le revers de l'initiative, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. Mais je trouve que vraiment, c'est un projet très, 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 très précieux et voilà, qui, à mon avis, si ça fonctionne, et je pense que ça va bien fonctionner, pourra être aussi un exemple pour d'autres choses, quoi. Voilà. Merci.